République démocratique du Congo, plus de 10 personnes ont été assassinées à Goma, au Nord Kivu, dans moins d'une semaine. La population est paniquée par ces tueries qui se déroulent généralement entre 19 et 23 heures. Les autorités locales ont mis en place des stratégies séculaires qui ne rassurent pas les habitants de Goma. Le point avec notre correspondant sur place, Primo Pascal Roda-Igua. Depuis une semaine, ce sont des pleurs à Goma. Toute la ville est paniquée. Le maire Kubuya Ndole explique. La ville de Goma traverse une situation difficile. Ces derniers jours, il se passe des événements macabres dans la ville. Extorsion de la population, assassinat de la population, gangstérisme, destruction méchante des maisons. Le maire de Goma a demandé à la population de se prendre en charge, mais la société civile n'est pas d'accord avec cette disposition. Maître Gauthier Muhindo, coordonnateur de l'ONG Credo et président de la société civile de la ville de Goma. Demander à la population de se prendre en charge ne suffit pas. La population sait qu'il y a une autorité. Les commanditaires de ces assassinats sont en majorité les militaires de FARDC en complicité avec quelques civils armés. Confirmation de Richard Mouyej Manguège, ministre national de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Nous venons d'autoriser la présentation de ces suspects devant les médias et le plus tôt possible. Voilà pourquoi nous avons eu l'occasion de féliciter les responsables de l'armée, de la police et des services pour des efforts qui ont conduit déjà à arrêter plus de 20 suspects, parmi lesquels des civils et quelques éléments de nos forces armées. Le vice-gouverneur du Nord Kivu, Feller Utaïchirwa, a été victime de ces attaques. Une grenade a été lancée à sa résidence. Le maire de Goma, Kubuya Ndole, a été également attaqué par le bourreau. Il s'est réfugié à la MONUSCO. Le ministre Mouyej rassure tout de même que les dispositions sécuritaires ont été prises pour sécuriser toute la population. Des mesures devront être prises rapidement pour redresser la situation. Nous devons mettre fin à la complaisance et à l'affairisme de certains acteurs de nos services. Les patrouilles mixtes devront être renforcées avec des consignes claires pour délocaliser les camps de la peur. La peur doit quitter les camps de nos populations pour s'installer dans les camps des aventuriers inciviques qui tiennent à brader la vie humaine. La ville de Goma est-elle infiltrée par les rebelles du M23 ? C'est la question que tout le monde se pose. Maître Gauthier Muhindo. Ceux qui s'attaquent à la population de Goma, ils doivent savoir que pour conquérir une ville, on ne doit pas passer par les assassinats ou les tueries. La population, elle est innocente, elle a droit à la paix et à la sécurité. Cette insécurité pousse les habitants de Goma à rentrer à la maison avant 19h. Malgré cela, les assassinats sont enregistrés même à domicile. Goma, Primo Pascal Roda-Igua, La Voix de l'Amérique. Parlant de l'insécurité dans l'Est de la RDC, il a été la semaine dernière au cœur des discussions dans une rencontre de haut niveau en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Le président Joseph Kabila a même serré la main à son homologue rwandais Paul Kagame à New York. Carole Castiel, l'envoyée spéciale de La Voix de l'Amérique à New York, s'est entretenue avec le professeur Ntumba Luaba, secrétaire exécutif de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Cette réunion de haut niveau, en marge de l'Assemblée générale des Nations unies, l'important au cours de cette réunion, outre cet appui de la communauté internationale à travers les Nations unies, c'était aussi de renforcer le dialogue entre le Rwanda et la RDC. Vous avez vu que les deux présidents, Kagame et Kabila, se sont rencontrés, ont pu échanger leurs salutations et quelques mots. Donc c'est ça l'important. Nous sommes d'abord un cadre de dialogue et de concertation. Qui est responsable pour ce qui se passe, surtout vis-à-vis le groupe rebelle de M23? Le fait qui est là, c'est d'abord l'existence de ce groupe rebelle de M23, qui en réalité est une mutinerie des officiers et des soldats qui étaient déjà au sein des forces armées de la République démocratique du Congo et qui, à partir d'avril de cette année,
sont sortis, ont suivi un peu Bosco, Taganda, mais sont sous commandement de Makenga. Maintenant, il y a tout un débat entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Il y a le rapport des experts des Nations Unies, mais les deux pays ont mis sur pied un mécanisme de vérification des allégations, de leurs accusations réciproques. Nous, au niveau de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, nous nous préoccupons surtout de rétablir la confiance et le dialogue entre les deux pays. C'est pourquoi nous sommes sortis du mécanisme de vérification bilatérale qui existait entre eux pour créer maintenant un mécanisme de vérification élargi à tous les 11 pays membres de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Et c'est un des résultats où tous les pays disent non, nous allons soutenir ce mécanisme. Ce mécanisme permet d'aller au-delà des accusations, des contre-accusations et des suspicions entre les pays et de créer la confiance. Et ce mécanisme fonctionne déjà dans le Nord Kivu avec la participation de 2 officiers par pays membre et 3 officiers rwandais, 3 officiers congolais sous le commandement d'un général ougandais et d'un colonel congolais de Brazzaville. Renforcer la confiance entre ces pays et de trouver une solution durable pour qu'ils puissent réapprendre à bien vivre ensemble, à pratiquer le bon voisinage, à assurer la libre circulation des personnes et des biens. Mtumba Luaba, secrétaire exécutif de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Le 14e sommet de la francophonie est prévu du 12 au 14 octobre à Kinshasa. L'opposition congolaise et des organisations de défense des droits de l'homme ont déposé plainte à Paris pour que ce sommet soit délocalisé. Abdou Diouf, secrétaire général de la francophonie, a affirmé que personne ne lui a demandé la délocalisation de ce sommet. Rappelant que la République démocratique du Congo est le premier pays francophone au monde, M. Diouf a jugé que si on veut tirer la RDC vers le haut, il est bon d'aller à Kinshasa dire ce que nous avons à dire en termes de bonne gouvernance, d'état de droit, de respect des droits de l'homme. Des associations de la RDC ont pourtant déposé une plainte à Paris et un tribunal doit se prononcer le 4 octobre. Idriss Fall a joint maître Norbert Tricot, avocat à Paris, qui s'insurge sur les pressions qui s'exercent sur la justice française. Il y a d'importantes pressions. La preuve, c'est que pour notre procédure judiciaire, qui est une procédure d'urgence, de référé civil, nous avons eu la visite surprise du représentant, la substitut du procureur de la République de Paris, qui montre bien que là, il y a une tentative de pression du pouvoir exécutif sur la justice pour qu'effectivement ce sommet puisse se tenir à Kinshasa le 12 et 14 octobre prochain. Et donc, de nombreuses multinationales, pas seulement des pays francophones, mais aussi des pays d'Amérique du Nord, sont très présentes dans l'exploitation des ressources de la République démocratique du Congo et tiennent absolument à ce que se puisse se tenir un sommet dont ils espèrent qu'il contribuera à stabiliser la situation en République démocratique du Congo. Et d'autant qu'il y a un contentieux électoral, Étienne Tshisekedi dit qu'il est le président, Kabila dit qu'il est le président. On a l'impression que c'est de légitimer un camp contre un autre. Justement, là, il y a une volonté d'un certain nombre de pays de contribuer à légitimer le coup d'État électoral de M. Joseph Kabila le 28 novembre 2011. Toutes les organisations internationales qui ont envoyé des observateurs électoraux, toutes ont constaté que les élections avaient été truquées, les élections présidentielles et les élections législatives, qu'il existe une forte présomption que ce soit M. Étienne Tshisekedi Malumba, le président de l'Union démocratique pour le progrès social, UDPS, et leader d'une coalition de 70 partis congolais, qui a gagné les élections. Et que Joseph Kabila ait effectivement perdu les élections qu'il avait truquées. Norbert Tricot, avocat à Paris. Concernant ce sommet de la francophonie à Kinshasa, Idriss Fall a recueilli la réaction d'Augustin Kabouya, secrétaire adjoint à l'information pour l'UDPS, le parti d'Étienne Tshisekedi à Kinshasa. Par rapport à la plainte, je pense que les ONG de défense des droits de l'homme sont en train de poursuivre
un objectif qui est un peu noble par rapport aux acquises et l'OIF, Organisation internationale de la francophonie, qui défend des valeurs démocratiques et fondamentaux des libertés et des droits de l'homme. C'est dans ce sens-là que les ONG de défense des droits de l'homme ont jugé bon de déposer une plainte contre la tenue de ces sommets ici à Kinshasa. Nous, en tant qu'un parti politique qui défend les mêmes valeurs, nous soutenons cette démarche. Mais est-ce à dire pour l'UDPS que c'est une manière de reconnaître la victoire de Joseph Kabila à l'élection présidentielle que vous contestez toujours? Non, dire que Kabila a gagné les élections, ça sera une injure contre le peuple congolais. Kabila en personne sait très bien qu'il a été battu par les candidats Etienne Tshisekedi. Kabila n'a jamais gagné les élections, c'est Tshisekedi qui avait gagné. C'est connu de tout le monde. Les ONG de défense des droits de l'homme, les observateurs, tant nationaux qu'internationaux, avaient reconnu que c'était le docteur Etienne Tshisekedi qui avait remporté les élections du 28 novembre 2011. Si le tribunal parisien donne raison à l'OUS pour la tenue de son sommet, est-ce que vous allez manifester? Je ne pense pas qu'on peut donner la raison. La francophonie est en train de défendre certaines valeurs. Le régime de M. Kabila est allé à l'encontre de ces valeurs-là. Et je me pose la question, de quoi on va donner raison aux organisateurs de la francophonie? Nous ne sommes pas contre la francophonie. Notre pays est membre de la francophonie. La République démocratique Congo, c'est le premier pays francophone en Afrique, même au monde, qui parle la langue française. Nous ne sommes pas contre la francophonie, mais nous sommes contre la tenue de ces sommets ici, en RDC. Pour nous, l'UDPS, on voulait que les sommets soient délocalisés, comme cela fut le cas avec la situation antérieure. Augustin Kabouya, secrétaire adjoint à l'information pour l'UDPS, le parti d'Etienne Tshisekedi à Kinshasa. La Voix de l'Amérique s'associe à une initiative nommée 100 citoyens journalistes en République démocratique du Congo pour donner la parole aux citoyens et voici leur témoignage sur l'actualité dans leur localité. Nous sommes à Matadi. On est en train de se préparer pour les élections du gouverneur. Et on est aussi dans l'ensemble, à l'attente de la tenue du sommet de la francophonie à Kinshasa. Sinon, c'est ça dans l'ensemble. Le climat est bon. Je suis en Bujumbura. Semble-t-il qu'il y aurait eu un affrontement entre les militaires loyalistes, les FARDC, et les militaires favorables au colonel Chibango qui a fait défection. On parle du village de Mopomba. Selon les informations que j'ai eues, semble-t-il qu'il y aurait eu 3 morts, dont 2 militaires et 1 policier. Il s'est fait qu'il y a environ 2 semaines, on disait qu'il y a le colonel Chibango qui voulait monter un groupe militaire, donc un groupe rebelle. Semble-t-il, les militaires loyalistes étaient à sa recherche. Il y a eu un affrontement. C'était dans la forêt entre le groupe rebelle et les loyalistes. Mais les affrontements ne sont pas fréquents. C'est la première fois qu'on apprend ce genre de choses. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Congo-Kinshasa, l'opposition claque la porte de la commission de l'Assemblée nationale chargée de réformer la commission électorale. Oui, elle a suspendu sa participation jusqu'à nouvel ordre en cause des divergences sur les organes de la nouvelle CENI. L'opposition demande notamment la création d'une plénière, mais la majorité refuse. Kamanda Muzembe. Il y a eu en effet des divergences majeures quant aux options à lever. Pour l'opposition, la CENI doit avoir 2 organes, le bureau et la plénière, cette dernière devant permettre l'introduction d'un débat démocratique au sein de la CENI afin de réduire toute possibilité de tricherie. Mais la majorité n'est pas de cet avis. Jusqu'ici, la CENI fonctionne avec un bureau qui est au-dessus du secrétariat exécutif national et des secrétariats exécutifs provinciaux. Et c'est le président de la commission politique, administrative et juridique de l'Assemblée nationale qui est pointé du doigt par les opposants qui l'accusent d'avoir reçu mission de faire passer sans modification le projet de loi présenté par le gouvernement. Le retrait de l'opposition pourrait retarder l'adoption de la nouvelle loi sur la CENI et le pouvoir n'aura pas ainsi rempli ses engagements de disposer rapidement d'une nouvelle loi sur la CENI qui est attendue par les partenaires extérieurs, dont l'OIF, qui organise un sommet à Kinshasa dans une dizaine de jours. Kamanda Muzembe, Kinshasa, RFI.
L'opposition, dont le principal parti, l'UDPS, compte bien se faire entendre au prochain sommet de la francophonie. Ce sera du 12 au 14 octobre à Kinshasa. Le mouvement d'Étienne Tshisekedi a d'ailleurs dévoilé ce week-end son programme de manifestation. Il brandira notamment des accusations de fraude lors des dernières élections, d'atteinte permanente aux droits de l'homme ou encore de violences persistantes dans l'est du pays. Dans ce contexte, fallait-il vraiment maintenir ce sommet en RDC ? Oui, réponse sans hésitation, le président de l'Organisation internationale de la francophonie, Abdou Diouf. Ce que je constate, moi, c'est que une partie de l'opposition veut qu'il y ait ce sommet. Ce que je constate, c'est que une grande partie de la société civile veut qu'il y ait ce sommet. Ce que je constate, c'est qu'une grande partie des défenseurs des droits de l'homme veut que ce sommet se tienne. Pour quelles raisons ? Pour des raisons évidentes d'utilité politique. Parce que si on veut tirer la RDC vers le haut, je pense qu'il est bon d'aller en Kinshasa, dire ce que nous avons à dire et essayer aussi de travailler pour amener ce pays dans la voie qui nous paraît la meilleure en termes de bonne gouvernance, d'état de droit, de respect des droits de l'homme, de paix, de sécurité. Je dis toujours que nous n'allons pas là-bas en visite d'État. Nous allons, dans un de nos pays membres, tenir une réunion de la francophonie. Dans un pays qui, comme on l'a dit, est le pays le plus important, le pays francophone le plus important en Afrique, sinon au monde. Abdou Diouf, président de l'OIF, interrogé hier soir lors de l'émission internationale sur RFI et TV5 Monde. Alors justement, les droits de l'homme en RDC avec le jugement dans l'assassinat du défenseur des droits de l'homme Floribert Chebeya et son chauffeur. Oui, les parties civiles ont dénoncé hier ce qu'elles appellent les menaces et intimidations proférées par l'avocat du général John Numbi. Selon elle, il s'en prendrait à quiconque désignerait le chef de la police de l'époque comme le principal commanditaire du meurtre. Exemple, John Numbi vient de porter plainte en Belgique contre le réalisateur belge Thierry Michel parce que l'affiche de son documentaire sur l'affaire mettrait en cause l'officier. Malgré ses pressions, Rostam Anketa Mouahata, le directeur administratif de la Voix des Sans-Voix, l'organisation de Floribert Chebeya, considère toujours le général Numbi comme le suspect numéro 1. Il est important, je crois, pour nous en tant que parti civil, que la lumière soit faite sur l'assassinat de Floribert Chebeya et Fidel Bazana et Dadi. C'est ainsi que nous protestons contre toutes les menaces et intimidations proférées contre quiconque citerait le nom du général John Numbi, comme son avocat l'a dit. Et nous ne sommes pas prêts à céder à ce chantage-là, nous ne sommes pas prêts à céder à ces menaces et intimidations, car pour nous, la justice congolaise doit prouver à la face du monde qu'elle est indépendante et qu'elle doit procéder à l'arrestation du général John Numbi pour qu'il soit présenté devant la justice ou, en tant que défenseur des droits humains, nous exigerons un procès juste et équitable en sa faveur. Rostam Anketa Mouahata, le directeur administratif de la Voix des Sans-Voix. Enfin, on l'apprend ce matin, au moins 17 personnes, en grande partie des footballeurs d'une équipe du territoire de Chabunda, ont été arrêtés hier à Bukavu, dans l'est du pays. Des chefs militaires les auraient pris pour des miliciens du groupe Mai Mai de Raia Mutomboki. Ces sportifs et leur encadrement étaient venus à Bukavu participer à une compétition interprovinciale et avaient déjà joué 2 matchs. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Direction l'Est de la République démocratique du Congo pour débuter notre émission. Les rebelles du M23 menacent de prendre Goma, la capitale du Nord Kivu. Officiellement, les mutins estiment vouloir sauver la population après la recrudescence des assassinats ces derniers jours dans la ville. Les autorités locales, elles, parlent d'incidents sporadiques, alors qu'une vingtaine de suspects a déjà été arrêtés dans le cadre de ces attaques, notamment des civils et des soldats. Ce soir, sur les ondes de la Voix de l'Amérique, écoutez le porte-parole du M23, le lieutenant-colonel Vianney Kazarama. À Goma, les forces armées de la République démocratique du Congo sont en train de tuer les paisibles citoyens. Alors, la population de Goma est en train de nous demander que les M23 puissent vraiment d'aller intervenir sur les cas d'assassinat de la part de la population. En nous demandant le commandant suprême des forces armées, en l'occurrence M. Kabila, de donner la discipline à son armée. Le lieutenant-colonel Vianney Kazarama, porte-parole du M23. Même journaliste à Pananga. Ici, l'actualité signalant que la compétence redevabilité externe du programme redevabilité du secteur de la sécurité et de la réforme de la police a appelé la population à collaborer avec la police
sécurité qui est en train d'être formée et il a souligné que la sécurité est en train de veiller et là quitter ce qu'on appelait sécurité de l'État pour devenir une sécurité humaine. Claude Kiavanga, citoyen journaliste Matadi dans la province du Bas-Congo. L'actualité aujourd'hui c'est dominé par la rentrée parlementaire, donc la session extraordinaire de l'Assemblée provinciale du Bas-Congo. La particularité de cette session, c'est pour préparer les élections du gouverneur et du vice-gouverneur. Mais à part ça aussi, il y a un tirage de tombola organisé à l'occasion de la célébration du 10e anniversaire d'une agence de transport WWDelcom qui fait souvent la ligne Matadi-Kinshasa. Il y a aussi un véhicule de transport en commun en provenance de Mwanda, destination Matadi, qui a terminé sa course. Donc il y a eu un accident au niveau de Lukimba. Et bilan, selon le rapport que nous avons reçu de nos amis là-bas, il y a eu plusieurs morts et plusieurs blessés. Et à part ça aussi, on est en train de se préparer dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de l'allaitement maternel au Bas-Congo. Il y a plusieurs activités qui sont envisagées. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Au Kinshasa, la réforme de la Commission électorale nationale indépendante est toujours débattue au Parlement. Et ce, même si plusieurs membres de l'opposition ont claqué la porte de la commission chargée du projet. Il prévoit une plus grande place pour la société civile. Et cette dernière souhaite d'ailleurs fortement s'impliquer. Mais pas question pour elle de se contenter des 2 sièges prévus dans le projet de loi. Bruno Minas. 1. L'honorabilité. 2. Disponibilité. 3. Probité. Maître Moutiri du Conseil de l'Ordre des avocats énumère les qualités requises, les critères que la société civile exigera pour ses représentants à la commission électorale. Le projet de loi du gouvernement actuellement au Parlement prévoit 2 postes pour la société civile. Pas question, dit Jonas Tchombela, animateur de la nouvelle société civile congolaise. Une lettre va partir au niveau de l'Assemblée nationale pour dire non à ce qui nous est donné comme quota. Il nous faut beaucoup plus que 2 sièges, dit Jonas Tchombela. À notre sens, il nous faut 8 postes. C'est ça la forte représentation de la société civile. Donc nous réclamons 8 postes. Parce que l'idée, c'est de dépolitiser cette commission, qu'elle devienne réellement apolitique, indépendante. À cette première rencontre de la société civile hier ont participé des syndicats de médecins, d'avocats, d'enseignants, des ONG de droits de l'homme, de femmes, des patrons de PME et même des acheteurs de diamants. Le mouvement souhaite ratisser large. Bruno Minas, Kinshasa, RFI. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. La République démocratique du Congo. Les rebelles du M23 menacent de prendre Goma, la capitale du Nord Kivu. Officiellement, les mutins estiment vouloir sauver la population après la recrudescence des assassinats ces derniers jours dans la ville. Les autorités locales, elles, parlent d'incidents sporadiques. Plusieurs suspects ont été arrêtés, dont des civils et des soldats. Pour des précisions, j'ai joint à Goma le directeur de la radio Kivu 1, Magloire Paluku. À Goma, la situation est toujours à l'inquiétude. L'inquiétude du fait que chaque nuit a au moins une actualité très difficile à diffuser. Ça veut dire qu'il y a toujours un mort ou 2, parfois 3 quand ça exagère depuis 1 semaine et demie. Mais depuis 3 jours que le ministre national de l'Intérieur et de la Sécurité est passé et qu'il a révélé que 20 suspects sont aux arrêts et qu'ils seront présentés bientôt à la presse, la situation commence à se calmer entre guillemets, mais la situation est décrite comme une inquiétude permanente dans la population qui rentre toujours chez elle se terrer à partir de 18h le soir. Qu'en est-il des menaces du M23 quant à une éventuelle prise de Goma? Jusque-là, ce n'est pas une chose facile pour Goma. Vous savez, Goma, c'est un quartier général de la MONUSCO et je ne pense pas que les Nations Unies vont se faire discréditer en voyant la ville de Goma tomber. Mais plutôt le M23 a fait une incursion secondaire un peu vers le nord sur la frontière ougandaise, vers 2 coins qui s'appellent Kisharo et Nyamilima, ou alors à côté de Ishasha, où il n'y avait pas pratiquement de l'armée congolaise, c'était des Maïmaï et des FDLR. En ce qui concerne Goma, Goma reste sécurisé. Ce soir d'ailleurs, j'ai vu encore quelques blindés
de la MONUSCO postées à certains points. Les vraies menaces sur Goma sont jusqu'à aujourd'hui à exclure. Vous ne sentez pas vraiment que les habitants craignent la progression du M23 vers Goma? Non, c'est une histoire qui dure depuis maintenant 2 mois où le M23 menaçait Goma. Aujourd'hui, avec toutes ces rencontres diplomatiques, toutes ces réunions qui se poursuivent ici dans la région et puis New York, le M23 jusque-là semble mettre un bémol sur la prise de Goma. Selon toutes les analyses possibles aujourd'hui, Goma ne pourra pas tomber de si tôt et de si facilement, quoi. Ça serait alors le début d'une guerre à redéfinir, des cartes à rejouer, de menaces pour Goma, non. Mais sauf l'insécurité à Goma, qui est à définir dans plusieurs secteurs, la jalousie, les règlements de compte, la haine, et puis la prolifération des armes, la circulation de ces armes incontrôlées, c'est ce qui fait absolument l'insécurité dans la ville de Goma. Mais ça n'a rien à faire avec le M23, sinon c'est pour lui faire une propagande inutile. Le ministre de l'Intérieur a parlé lui-même de restaurer l'autorité de l'État ici dans notre ville. Magloire Paluku est le directeur de la radio Kivu 1 à Goma. Les États-Unis disent que le Rwanda devrait dénoncer le M23 qui est accusé d'avoir utilisé le viol et les assassinats dans une campagne de terreur en République démocratique du Congo. Par ailleurs, les Nations unies ont accusé les responsables de la défense au Rwanda de soutenir les combattants du M23, allégation démentie bien sûr par Kigali. Idrissa Seloudia fait le point. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, se dit préoccupé par l'aide extérieure que reçoit la milice connue sous le nom de M23 au mouvement du 23 mars, qui consolide son contrôle sur des régions de la province du Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Un rapport de l'ONU en juin dernier a accusé des autorités rwandaises d'appuyer le M23, ce qui a poussé les États-Unis et certains pays européens à suspendre l'aide militaire à Kigali. Le Rwanda continue de nier ces allégations, affirmant que la résolution de la crise dans l'est du Congo sera impossible si, selon ses termes, la communauté internationale persiste à définir la question de manière erronée. Johnny Carson, secrétaire d'État adjoint américain aux affaires africaines, affirme qu'il est temps pour le Rwanda de se démarquer du groupe rebelle. We would clearly like to see at a very minimum. Nous voudrions clairement voir, à tout le moins, le gouvernement de Kigali dénoncer les activités du M23. Il s'agit après tout d'un groupe rebelle qui met en péril la stabilité d'un État voisin. Le président rwandais Paul Kagame s'est dit perplexe quant à la façon dont la communauté internationale se concentre sur le M23 au détriment de ce qu'une déclaration écrite du gouvernement rwandais appelle les défis beaucoup plus larges, avertissant qu'externaliser la crise absout en fait ceux qui en ont la responsabilité première. Le président Kagame et son homologue congolais Joseph Kabila se sont réunis avec la secrétaire d'État américaine Hillary Clinton en marge de l'Assemblée générale des Nations unies la semaine dernière. Madame Clinton a souligné la nécessité d'un dialogue honnête et durable qui respecte l'intégrité territoriale. Le secrétaire d'État adjoint Carson dit que le Rwanda et le Congo doivent travailler ensemble. It is important, absolutely important. Il est important, absolument important, pour ces deux pays et ces deux dirigeants de rétablir la confiance qui est aujourd'hui inexistante. Le président Kagame affirme que les nombreux groupes armés en République démocratique du Congo sont le résultat d'un processus complexe et d'une réalité historique de longue date. Par conséquent, isoler un groupe parmi tant d'autres, c'est fuir le problème réel qui, selon le Rwanda, comprend aussi la persécution des Tutsis en RDC. Toutefois, Johnny Carson croit que les problèmes de l'Est du Congo ne justifient pas le soutien accordé aux rebelles du M23. Oui, le président Kabila doit assumer la responsabilité de son pays, mais aussi le leadership du Rwanda doit comprendre qu'il est important d'être un bon voisin. Human Rights Watch a déclaré que les Nations unies ne parviennent pas à reconnaître correctement le soutien militaire continu du Rwanda au M23,
Tant que ce soutien se poursuit, dit l'Organisation de défense des droits humains, ce sont surtout des civils congolais qui vont souffrir des combats. La Voix de l'Amérique. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Dans l'actualité de ce mardi, il y a cette nouvelle menace du M23. Le mouvement rebelle congolais va occuper la ville de Goma, capitale du Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, si la population continue de subir des violences. Les attaques d'individus en tenue militaire contre des civils sont devenues récurrentes dans la région. Il y a une semaine environ, 3 personnes ont été tuées dans de nouvelles attaques menées avec des armes à feu et des grenades à Goma. Et selon le mouvement du 23 mars, l'armée régulière est responsable de ces actes. On fait le point avec Fréjus Kenom. Pour le M23, ce sont des éléments de l'armée régulière qui commettent les attaques contre les civils. Le porte-parole du M23, le lieutenant-colonel Vianney Kazarama, s'appuie notamment sur les déclarations du ministre congolais de l'Intérieur dimanche dernier. Richard Mouyej, de retour d'une visite à Goma, a indiqué qu'une vingtaine de suspects avaient été arrêtés suite aux attaques, dont des soldats des forces armées de la RDC. Vianney Kazarama. L'armée qui ne respecte pas les droits de l'homme, les droits humanitaires, qui tue la population, qui viole les filles et fils de la nation. Ça, vous comprenez que ce n'est pas une armée. Les gens commencent à quitter la ville de Goma pour venir là où nous sommes, dans le territoire de Rutshuru. Et les gens nous demandent pour aller le sécuriser. Se portant défenseur de la population, le M23 menace de prendre la ville de Goma. Son porte-parole, Vianney Kazarama, nous a d'ailleurs confirmé que le mouvement faisait déjà route vers Goma. Nous sommes en route vers Goma. Nous venons de récupérer la cité de Nyamilima et le chefferie de Bins en général. Le tour, c'est pour aller tout droit à Goma. Ces déclarations viennent consolider les soupçons de la société civile du Nord Kivu. L'organisation soutient que c'est plutôt le M23 qui commet les attaques et s'en sert comme prétexte pour occuper la ville de Goma. Omar Kavota, porte-parole de ce regroupement d'ONG. Il n'y a rien qui montre qu'ils sont loin d'accomplir leur plan. Et donc, nous pensons que toutes ces menaces qui sont en train d'être enregistrées à Goma et dans les périphéries, c'est le M23 et c'est là. C'est par suite du laxisme dont ils ont été bénéficiaires de la part du Conseil de sécurité des Nations Unies qui ne prend pas jusque-là des dispositions qui s'imposent pour éradiquer ces mouvements ainsi que leurs alliés. Une réunion en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies la semaine dernière, consacrée à l'Est de la RDC, n'a apporté aucune avancée concrète à la résolution de ce conflit. Et j'ajoute, Fréjus, que les États-Unis ont demandé hier au gouvernement rwandais de dénoncer officiellement les rebelles du M23 qui affrontent donc l'armée congolaise. Pour Johnny Carson, secrétaire d'État adjoint américain chargé des affaires africaines qui s'exprimait lors d'une téléconférence, ce n'est pas exagéré, dit-il, de demander au gouvernement du Rwanda de dénoncer un groupe rebelle qui s'en prend aux populations et qui cherche à déstabiliser un pays voisin. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Nous ouvrons sur la République démocratique du Congo. Les rebelles se disent prêts à saisir Goma, la capitale de la province du Nord Kivu. Ils cherchent ainsi, d'après leurs propres mots, à sauver la population d'une recrudescence de la violence. Un porte-parole du M23, Vianney Kazarama, a déclaré que si le Congo de Joseph Kabila ne pouvait pas contrôler son armée, le M23, lui, prendrait Goma pour sauver des vies civiles. République démocratique du Congo, les autorités disent qu'elles tentent d'y désarmer les milices rivales qui ont été impliquées dans plusieurs massacres, particulièrement dans l'est du pays. Morgane ? Depuis mai, signalent les Nations Unies, 3 groupes armés attaquent villages et localités du Massissi, au Nord Kivu, y commettant certaines des pires atrocités de l'histoire récente du Congo. Toujours selon l'ONU, la milice Raya Mutomboki s'en prend aux civils Hutus, provoquant les représailles des FDLR rwandaises et du groupe congolais Nyatura. Le survivant Hutu Jean-Baptiste Bara Twumana avait fui une attaque des Raya Mutomboki dans la localité de Louké avant d'y retourner. J'ai vu l'incendie des maisons, les personnes tuées, les cadavres, les petits-enfants assommés, les femmes enceintes déventrées. Les Raya Mutomboki avaient non seulement massacré des civils à Louké, mais ils avaient aussi forcé un bataillon des FARDC à fuir, toujours selon Bara Twumana. Ils étaient nombreux, plus de 300, lors de l'attaque de Louké. Ils étaient lourdement armés. La plupart avaient des fusils, Kalachnikov. Le mois dernier, le général congolais Amici Tango Fort s'était rendu dans la région
et avait rencontré les leaders de la communauté. Il a à cette occasion demandé aux milices de se rassembler dans les endroits indiqués et d'y déposer leurs armes, a dit le colonel Olivier Amouli, porte-parole des FARDC. L'espoir est que l'armée essaiera, comme par le passé, d'intégrer ces groupes armés dans ses rangs. Selon l'administrateur Innocent Kibindi de Roubaïa, le processus aurait même déjà commencé. Il a bougé Roubaïa, il a bougé Kinigi, il a bougé à Louké. Selon les informations que nous n'avons pas encore eu de précision, les forces qu'on appelle Nyatura qui sont déjà intégrées dans le FARDC, le processus continue pour sensibiliser aussi ces Raya Mutomboki et les Maïmaï de suivre le même schéma de Nyatura en fait de trouver une paix durable. Sadiki Mourenguez, qui serait un agent des services de renseignement, confirme. Nous sommes intégrés le 14. Raya Mutomboki ne sont pas encore intégrés. Ils sont d'accord d'être intégrés, mais pas encore. Le colonel Amouli précise cependant que les groupes armés n'étaient pas éligibles pour le recrutement dans l'armée, qui ne concerne que les civils âgés de 18 à 25 ans au casier judiciaire vierge et qui n'ont jamais pris les armes. Selon le porte-parole militaire, il n'est plus question du schéma classique d'intégration des groupes armés. Mais les jeunes gens dans les milices sont avant tout des citoyens congolais. Et s'ils pensent pouvoir être au service de leur nation, la hiérarchie militaire décidera des moyens de les utiliser. Plutôt que de se joindre au FARDC, les groupes armés pourraient bien s'allier à elle contre les rebelles du M23, qui occupent des territoires aux frontières avec le Rwanda et l'Ouganda. L'analyste Thierry Vercoulon d'International Crisis Group. There have been several informal agreements between FARDC and Raya Mutomboki. Il y a eu déjà plusieurs accords informels entre l'armée congolaise et les Raya Mutomboki contre les FDLR dans le territoire de Chabunda, voire à Walikale. C'est très souvent le cas entre l'armée congolaise et les milices. Pour Thierry Vercoulon, il y a concurrence entre les FARDC et le M23. Mais, explique-t-il, il est plus difficile pour ce dernier de former des alliances avec ces milices congolaises parce que la plupart d'entre elles sont anti-rwandaises. Or, le M23, dit-on, est appuyé par le Rwanda. Merci Morgane. Comme chaque jour, voici à présent les témoignages des 100 citoyens journalistes en RDC. Citoyen journaliste VOA à Kananga. L'actualité pour le moment à Kananga est marquée par l'ouverture de la session parlementaire à l'Assemblée provinciale. L'Assemblée provinciale a ouvert sa session qui est consacrée essentiellement au budget provincial. Mais là, il se pose un problème, d'autant plus que le gouverneur a été frappé d'une motion de censure à fait de déchéance. Il est tombé. Ce sont les intérimaires qui sont là. Alors, il se pose la question de savoir si ces intérimaires ont le pouvoir de présenter un budget. Mais la session quand même s'est ouverte et l'Assemblée promet de doter la province d'un budget. En dehors de ça, les intérimaires ont déjà totalisé 100 jours. Ils sont en train de faire leur bilan. Ils se félicitent. Ils estiment avoir fait des progrès. Pendant la population continue à attendre encore des problèmes d'eau et d'électricité se posent avec acuité. La population continue à attendre encore. Olivier Soumaïdi Kingoumé, citoyen journaliste de l'ICACI, à République démocratique du Congo, province du Katanga. À l'ICACI, ces derniers temps, les gens se sentent en insécurité, étant donné qu'il y a des cas de vol et de menaces de bandits armés. C'est le cas avec le pasteur qui a été attaqué dans la nuit de ce lundi, c'était à 2h. Il a été attaqué par 5 groupes de bandits armés qui étaient à 10. Et il disait qu'on les avait envoyés parce qu'il se trouvait que le pasteur là-bas avait 5 000 $. Alors, après avoir menacé le pasteur et toute sa famille, il avait arraché une somme de plus de $600 et 80 000 francs. C'est un peu ça. Ils avaient menacé les pasteurs, voulant les tuer, mais comme les pasteurs étaient aussi souples, alors les balles ne l'avaient pas atteint. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. L'ancien député congolais de RDC, Pierre-Jacques Chaloupa, est toujours en prison. La justice conteste sa nationalité. 8 mois après son arrestation, l'homme politique attend encore le verdict de son procès, pourtant terminé depuis 2 mois. À l'approche du sommet de la francophonie, Pierre-Jacques Chaloupa espère des mesures de clémence. Il est soutenu d'ailleurs par des diplomates européens. Bruno Minas.
Pierre-Jacques Chaloupa est incarcéré depuis 8 mois, accusé d'avoir usurpé la nationalité congolaise. Son procès s'est terminé depuis le 6 août. Le délibéré était annoncé pour une semaine plus tard, mais il attend toujours, comme son épouse Mireille. Il est très fatigué. Il a fait même un petit malaise dernièrement. Sa santé n'est pas bien et en plus de cela, toute la famille attend, les enfants, c'est chaque jour, maman, quand est-ce que papa va sortir ? Et qu'est-ce qu'ils disent les juges ? Bien que né dans le pays, de parents et de grands-parents eux-mêmes natifs du Congo, bien qu'élu député en 2006, la nationalité de Pierre-Jacques Chaloupa est contestée. L'accusation a réclamé 5 ans de prison, le maximum, mais ses proches, à commencer par son épouse, espèrent une décision de clémence à l'approche du sommet de la francophonie. J'espère que avec cette francophonie qui arrive dans notre pays, qu'ils savent bien que dans le dossier mon mari n'a rien, que mon mari puisse être libre et qu'il puisse jouir de ses droits de citoyen congolais comme tout le monde. La communauté internationale se préoccupe de cette détention. Il est question que l'Union européenne adopte d'ici peu une déclaration de soutien en faveur de Chaloupa. Bruno Midas, Kinshasa, RFI. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. 5000 réfugiés sont rentrés dans leur village d'origine dans le nord de la République démocratique du Congo. C'est ce qu'a annoncé mardi le HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés. L'information est publiée sur le site internet de l'ONU. Les 25 000 personnes avaient trouvé refuge dans l'autre Congo, le Congo-Brazzaville. Le HCR les a rapatriés au Congo-Kinshasa dans le cadre d'un programme de rapatriement volontaire lancé en mai dernier. Le HCR espère rapatrier en RDC d'ici à la fin 2012, 24 000 autres réfugiés, originaires pour la plupart de la province de l'Équateur et qui s'étaient réfugiés de l'autre côté du fleuve Ubangui et encore 32 000 personnes l'année prochaine. Actuellement, plus de 100 000 Congolais de RDC se trouvent toujours réfugiés au Congo-Brazzaville. Ils vivent dans des régions isolées le long du fleuve depuis les affrontements ethniques survenus dans la province de l'Équateur en 2009. RDC encore, la mission militaire de l'ONU au Congo a mis en garde les rebelles du mouvement du 23 mars après leur menace de prendre Goma. La MONUSCO a affirmé qu'elle prendrait toutes les mesures nécessaires pour contrecarrer une telle tentative. Le M23 a affirmé qu'il était prêt à prendre Goma, chef-lieu de la province instable du Nord Kivu, dans le but, selon les rebelles, de sauver des vies civiles. Cette menace survient après une série de violences perpétrées il y a une semaine à Goma. 10 personnes au moins ont été tuées. Les rebelles ont accusé l'armée, mais les autorités et certaines ONG ont, elles, montré du doigt le M23. Le chercheur Faustin Tibateguira a travaillé pour Human Rights Watch. Nous l'écoutons. On n'est pas sûr qu'il n'y a pas d'autres éléments de M23 qui répondent encore aux ordres des FARDC, mais aussi en connexion avec les M23. Donc, j'estime qu'il y a une certaine connexion entre certains militaires de FARDC avec les M23 pour ces opérations. Des propos recueillis par Nick Long, le correspondant de la VOA à Goma. De la CENI en RDC, les députés de l'opposition ont suspendu momentanément hier leur participation aux discussions sur la réforme de la commission électorale qui se tiennent à l'Assemblée nationale. Après avoir quitté la salle, une délégation de 4 députés a été reçue par le président de l'Assemblée, Aubin Minakou, député de la circonscription d'Idiofa, qui, selon un membre de cette délégation, Jean Baudouin Mayo Mambeke, élu de Kinshasa 3 à Montamba, a accepté leur requête de revoir les articles sur lesquels se dégage une divergence. Le projet de loi de réforme de la CENI, adopté récemment par le gouvernement, propose d'augmenter de 7 à 11 le nombre des membres de la commission et réserve 2 sièges à la société civile. Mais les élus de l'opposition se sont prononcés en faveur d'une commission électorale comportant 2 organes et 33 membres. Le projet débattu doit normalement répondre au dysfonctionnement de la CENI relevé lors des précédentes élections de 2011, contestées par l'opposition. La réforme de la CENI est également une des conditions posées par la France pour la venue du président François Hollande à Kinshasa, au sommet de la francophonie du 12 au 14 octobre. J'ai joint hier à la sortie de l'hémicycle Jean Baudouin Mayo Mambeke, député de Kinshasa 3 à Montamba et porte-parole de l'UNC, l'Union pour la Nation congolaise. Nous sommes sortis de la salle de travaux de la commission politique
administrative et juridique que nous appelons PAJ parce qu'elle n'était pas d'accord avec les méthodes de travail. Il faut souligner d'abord que pour des lois essentielles comme celle-là, la loi sur le statut de la CENI, normalement, on commence par lever des options. Lorsqu'on lève les options, on travaille la loi en intégrant les options. Il se fait que le président de la PAJ n'a pas accepté cette méthode-là. Il a voulu qu'on aille article par article pour qu'il les fasse voter. Et comme ils ont la majorité, vous voyez tout de suite que c'est leur volonté qui va s'imposer. Nous avons dit que non, il ne faut pas procéder de cette façon-là. Ils sont venus avec un projet de loi qui, en fait, n'est que l'amélioration, je dirais même, n'est que l'aggravation de la première loi. Et nous avons dit que dans ces conditions-là, nous n'étions pas prêts à accompagner la majorité. Je dois vous signaler que l'opposition a constitué une délégation de 4 députés dont j'ai fait partie, laquelle délégation a été reçue par le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Aubin Minaku. Nous lui avons expliqué notre point de vue et le président Aubin était d'accord avec nous. Il nous a recommandé de rentrer dans la salle, de travailler et chaque fois qu'il y a un article sur lequel se dégage une divergence, qu'on le mette de côté pour qu'on y revienne après coup, avant la plénière, dans un cadre politique de concertation pour qu'on puisse dégager un accord. Les élus de l'opposition donc se sont prononcés en faveur de la mise en place d'une commission électorale comportant 2 organes et une trentaine de membres. Pourriez-vous nous parler de cette proposition ? Oui, nous avons voulu qu'il y ait 2 organes. D'abord, l'Assemblée plénière et ensuite le bureau. L'Assemblée plénière est un organe de décision. Avant que le bureau ne proclame quoi que ce soit, il faudra que l'Assemblée plénière se réunisse en délibère. L'Assemblée plénière devrait être constituée par un membre de chaque composante. Il y a 3 composantes. La majorité, l'opposition et la société civile. Ça fait 3 par province. Nous avons 11 provinces, j'allais dire, multiplié par 3, ça fait 33 membres de l'Assemblée plénière. De ces 33 membres, il va y avoir élection au sein de cette assemblée plénière pour dégager 9 membres du bureau, à raison de 3 par composante. Et nous avons 3 niveaux de responsabilité. Nous avons le président, le rapporteur et le questeur, chacun ayant 2 adjoints. Si la société civile a la présidence, le premier vice-président doit être de l'opposition ou de la majorité. Et le rapporteur ne peut plus être de la société civile. Il va être soit de l'opposition, soit de la majorité. Et la composante qui aura ni le président, ni le rapporteur va occuper le poste de questeur. Et les autres vont s'exercer au niveau des adjoints. Voilà les aménagements que l'opposition souhaite pour garantir la neutralité de la Commission électorale nationale indépendante. Nous ne devenions plus des lois électrices. Des lois électrices, ça veut dire vous préparez la victoire électorale à partir d'une loi. Ça, ce n'est pas démocratique. Jean Baudouin Mayo-Mambeke, député de l'opposition congolaise, était joint à Kinshasa. Voici à présent les témoignages des 100 citoyens journalistes en RDC. La Voix de l'Amérique s'associe à ce projet pour donner la parole aux Congolais. Retrouvez leurs messages photos et vidéos sur notre site internet. Citoyen journaliste VOA à Kananga. L'actualité pour le moment à Kananga est marquée par l'ouverture de la session parlementaire à l'Assemblée provinciale. L'Assemblée provinciale a ouvert sa session qui est consacrée essentiellement au budget provincial. Mais là, il se pose un problème, d'autant plus que le gouverneur a été frappé d'une motion de censure. À fait de déchéance, il est tombé. Ce sont les intérimaires qui sont là. Alors, il se pose la question de savoir si ces intérimaires ont le pouvoir de présenter un budget. Mais la session, quand même, s'est ouverte et l'Assemblée promet de doter la province d'un budget. En dehors de ça, les intérimaires ont déjà totalisé 100 jours. Ils sont en train de faire leur bilan. Ils se félicitent, ils estiment avoir fait des progrès. Pendant la population continue à attendre encore des problèmes d'eau et d'électricité se posent avec acuité. La population continue à attendre encore. Olivier Soumaïdi Kinoué, citoyen journaliste de l'ICACI, à République démocratique du Congo, au West Katanga.
À Likasi, ces derniers temps, les gens se sentent en insécurité, étant donné qu'il y a des cas de vol et de menaces de bandits armés. C'est le cas avec le pasteur qui a été attaqué dans la nuit de ce lundi, c'était à 2h. Il a été attaqué par 5 bandits armés qui étaient à 10. Et il disait qu'on les avait envoyés parce qu'il se trouvait que le pasteur là-bas avait $5,000. Alors, après avoir menacé le pasteur et toute sa famille, il avait arraché une somme de plus de $600 et 80 000 francs. C'est un peu ça. Et ils avaient menacé les pasteurs, voulant les tuer, mais comme les pasteurs étaient aussi souples, alors les balles ne l'avaient pas atteint. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Congo-Kinshasa, la voix des sans-voix dénonce des règlements de compte à répétition. L'ONG a alerté hier les autorités après l'assassinat d'un officier de police abattu dans la nuit de lundi à mardi à son domicile de Kinshasa. Ce n'est pas une première, d'autres meurtres du même type ont été commis ces derniers mois dans la capitale, Bruno Minas. Dans le quartier de Bandalungwa, il est environ 1h du matin dans la nuit de lundi à mardi quand 5 hommes armés pénètrent au domicile du capitaine Bef Ilunga, membre de la Légion nationale d'intervention, une unité chargée du maintien de l'ordre. Selon les témoins, 3 de ces agresseurs sont habillés en civil, 2 autres en tenue de la garde présidentielle. Sous la menace de leurs armes, ils se font ouvrir le portail par un voisin. Le capitaine Ilunga se présente et il est abattu à bout portant. Son épouse, réveillée par les coups de feu, se lève et elle reçoit 3 balles. Elle est grièvement blessée. Au mois d'avril dernier, c'est un commandant de police du même quartier qui avait été tué dans des circonstances similaires. Là, des militaires avaient ensuite été arrêtés, lesquels avaient dénoncé un autre officier de police et on ne sait toujours pas aujourd'hui quel était le mobile du meurtre. Dans un communiqué, l'ONG Voix des Sans-Voix dénonce une insécurité grandissante, mais ce constat n'est pas partagé par la direction de la police dans la capitale. Bruno Minas, Kinshasa, RFI. Et au Congo, toujours, la mission des Nations Unies tente de rassurer. La MONUSCO assure que la sécurité autour de Goma est garantie et que les rebelles du M23 ne peuvent pas prendre la ville. Une réponse au groupe armé qui a menacé lundi d'entrer dans la capitale du Nord Kivu. De la pure propagande, a estimé le porte-parole des Casques Bleus en RDC. Néanmoins, des habitants décrivent un climat de peur à Goma, fait de tirs nocturnes et d'une série d'assassinats. Si la MONUSCO parle d'incidents sporadiques, la société civile du Nord Kivu et son porte-parole, maître Omar Kavota, affirme que des membres du M23 se seraient infiltrés en ville. Depuis bientôt 2 semaines, on observe cette recrudescence de l'insécurité en ville de Goma, une insécurité caractérisée par des cas d'assassinat ciblés contre les civils, par balle ou à la grenade. Nous avons pensé que ces actes étaient perpétrés par l'M23 ou leurs infiltrés, parce que les M23 ont infiltré certains éléments au sein de l'armée, de la police et des services de sécurité, et des déserteurs et des civils. Et donc, nous pensons que c'est une stratégie mise en place pour essayer de créer un climat de terreur au sein des habitants. À la tombée de la nuit, personne ne peut plus sortir de chez lui. Les habitants vivent la peur au ventre. Et nous sommes en train d'envisager des actions de grande envergure pour essayer d'en interpeller l'autorité, des journées villes mortes, des sit-ins ou des marches pour essayer de pousser l'autorité à faire plus. Maître Omar Kavota en ligne avec Charlotte Hydrac. Enfin, John Numbi a été débouté par la justice belge. L'ancien chef de la police avait porté plainte contre le réalisateur belge Thierry Michel pour l'affiche de son documentaire sur l'assassinat du défenseur des droits de l'homme Floribert Chebeya. D'après l'officier, l'image le mettrait en cause dans sa disparition. Le juge des référés du tribunal de Liège a estimé la citation non fondée. L'avocat du général envisage de faire appel. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Dans l'est de la République démocratique du Congo, la situation, loin de s'améliorer, semble plutôt empirer. Le porte-parole militaire de la MONUSCO, le colonel Prosper Bass, est cité dans la presse pour avoir accusé les rebelles du M23 de commettre de nombreuses atrocités dans le Nord Kivu. Le groupe serait aussi, dit-on, prêt à marcher sur Goma, le chef-lieu de la province. Aujourd'hui, c'est la société civile qui monte à nouveau au créneau pour réclamer des forces régulières, une meilleure protection de la population civile. Écoutons Thomas Dakin-Mouiti. Nous allons dépasser une semaine de boucherie humaine, un terrorisme urbain dans la ville de Goma. Chaque nuit, on a enregistré 3 à 4 personnes tuées. Ça, c'est au niveau de la ville de Goma. Mais au niveau de Rutshuru, la population continue à fuir les exactions de M23. Donc, le camp de Kanyaruchinya vient d'enregistrer plus de 5000 déplacés dans les quelques jours qui viennent de passer. Au niveau de Massissi, il y avait un conflit
entre les groupes ethniques qui se sont disputés la mort de 2 motards qui ont été tués dans un groupe ethnique qui a soupçonné l'autre groupe ethnique et que c'est l'auteur de cet assassinat de 2 motards. Voilà un peu comment se présente la situation. Et aujourd'hui, le M23 continue à progresser. Quand vous dites que le M23 continue à progresser, est-ce que c'est vers Goma? Oui, il a menacé de progresser vers Goma. Les analyses faites, nous pensons que les assassinats qui ont été enregistrés dans la ville de Goma et qui continuent à être enregistrés seraient mis sur le compte du M23 qui est supposé être à l'origine de ces assassinats, a menacé de venir prendre la ville de Goma pour libérer la population, soi-disant pour libérer la population de Goma, alors que tous ces éléments qui ont été attrapés dans ce terrorisme continuent à signaler qu'ils sont au service du M23. Nous savons que la MONUSCO est déployée à Goma. Est-ce que les habitants de cette ville se sentent vraiment en sécurité? Il n'y a pas à condamner la MONUSCO puisque la MONUSCO est déployée partout sur la ville de Goma pour sécuriser la population. Mais comme le M23 a infiltré des éléments dans les FARDC, dans la police, chaque fois qu'on déploie les éléments de la MONUSCO ou les éléments de la police ou des FARDC, ces mêmes éléments qui sont infiltrés au sein des services de sécurité donnent directement l'information pour dire s'il faut opérer, il faut aller opérer dans telle zone et non dans telle autre. Au niveau de la société civile, qu'est-ce que vous faites à l'heure actuelle? À l'heure actuelle, nous ne sommes qu'au niveau du plaidoyer, donc nous essayons de plaider, nous essayons de dénoncer, et nous essayons aussi de continuer à demander aux autorités de mettre toutes les batteries en marche pour protéger les populations civiles. Thomas Dakin-Moueti, leader de la société civile dans le Nord Kivu. Plus ça change, plus c'est la même chose. Telle est la teneur du nouveau rapport de l'International Crisis Group sur la crise qui perdure dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le cadre de résolution du conflit défini en 2008 n'a pas été mis en œuvre, fait valoir le rapport publié ce jeudi. Pour sortir de la gestion de crise et résoudre ce conflit qui dure depuis presque 2 décennies dans les Kivu, les bailleurs doivent exercer des pressions sur Kigali et Kinshasa, ajoute le document. Pour plus de précision, on écoute un responsable de l'ICG, Marc-André Lagrange. Nous nous sommes intéressés particulièrement aux personnalités du mouvement M23 et nous avons remarqué que d'abord, ces personnes avaient toutes en fait des liens avec l'exploitation des mines et que l'exploitation des minerais dans le Nord Kivu était un des moteurs de cette rébellion, du moins de cette scission à l'intérieur des FARDC. Très clairement, on s'aperçoit quand on regarde sur les années précédentes, après l'intégration du CNDP dirigé par Bosco Ntaganda au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, les FARDC, on s'aperçoit qu'il y a une compétition entre 2 factions à l'intérieur des FARDC et une de ces factions répondant à Bosco Ntaganda. Et lorsque les relations entre Kinshasa et Bosco Ntaganda se dégradent en mars dernier, ce sont les officiers qui font partie de cette faction proche de Bosco Ntaganda qui vont se mutiner et puis rejoindre et former le M23. Pourquoi sont-ils soutenus par le Rwanda? Il y a beaucoup de spéculations à ce propos. Je pense que le rapport des experts des Nations Unies a démontré clairement le soutien du Rwanda et le soutien à la fois logistique et humain fourni par le Rwanda à ce mouvement, de même qu'il y a de plus en plus de témoignages d'autres organisations. Bon, ce qui apparaît quand même, c'est que ça soit Bosco Ntaganda ou Sultani Makenga, ils avaient des liens forts, des liens commerciaux forts avec le Rwanda, ce qui peut permettre de donner une explication pourquoi le Rwanda soutient ce mouvement. Ça serait une question d'argent? C'est difficile à dire, il y a des intérêts très divers. Alors, parmi les revendications du M23, il y a le problème des accords du 23 mars. Oui, entre le gouvernement et le CNDP. Voilà, tout à fait. Et si on regarde la mise en œuvre de ces accords, on s'aperçoit qu'il y a une partie des accords qui est difficilement mise en œuvre, qui est le retour des réfugiés et qui est vraiment un contentieux majeur
et qui aboutit à un blocage quasi total. Le rapport de l'International Crisis Group dit très clairement que l'aide internationale au Rwanda devrait être suspendue tant que son ingérence dans les affaires congolaises n'aura pas cessé. Notre position est qu'il faut attendre qu'il y ait le comité des sanctions des Nations Unies et que jusqu'à ce qu'il y ait le comité de sanctions des Nations Unies, il faut effectivement que les bailleurs de fonds de la communauté internationale devraient geler l'aide au Rwanda. Marc-André Lagrange de l'International Crisis Group, qui était joint par Camille Gros-Didier. Comme chaque jour, voici à présent les témoignages des 100 citoyens journalistes en RDC. La Voix de l'Amérique s'associe à ce projet pour donner la parole aux Congolais. Retrouvez leurs messages, photos et vidéos sur notre site Internet. C'est le forum Kimengo, citoyenne journaliste de Sud du Congo, dans le province du Nord Kivu. Comme actualité, la présidente de la prison centrale de Kakangwa est suspendue de ses fonctions. Et la cause est qu'elle a fait échapper 2 prisonniers à l'occasion de la mort de leur ami. Elle leur a permis d'aller assister à l'enterrement de leur ami à Goma. Et maintenant, ils ont profité d'échapper donc du prison à cette occasion. Le maire de la ville qui a suspendu la directrice de la prison centrale de Kakangwa. C'est Miro Guénestor, citoyen journaliste pour la ville de Kisangani. L'actualité dans la ville, c'est d'abord la visite de 48 heures à la province orientale du ministre de l'Intérieur et de décentralisation, M. Richard Moïse Manguez, qui a effectué le visite précisément dans le ville de Bounia et le territoire de Mambasa. Concernant le territoire de Mambasa, le ministre est allé pour sensibiliser la population locale pour que celle-ci puisse s'impliquer dans la résolution de la crise et des frustrations internes qui, des fois, découlent dans des conflits armés. Pourquoi le ministre est allé pour les sensibiliser afin que la population s'implique dans la résolution des crises et puis de contribuer à l'avènement de la paix dans ces territoires. Alors, concernant l'ONG qui vient d'organiser un séminaire de sensibilisation concernant les violences sexuelles et la prise en charge des femmes violées dans la ville de Kisangani et dans la province orientale, et cette sensibilisation a été menée par une ONG appelée Union des femmes congolaises pour le développement. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Au Rwanda, virulente sortie de Paul Kagame au sujet des accusations de l'ONU selon lesquelles Kigali soutiendrait les rebelles du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État rwandais a déclaré jeudi que les gouvernements occidentaux se trompaient lourdement. D'après plusieurs médias, Paul Kagame a fait cette déclaration devant le Parlement rwandais. Il a ajouté, je cite, que des crimes gratuits étaient commis au grand jour en RDC sans pour autant être condamnés par Kinshasa ou les pays occidentaux. En début de semaine, le régime rwandais a été sommé pour la première fois par le gouvernement américain de condamner publiquement le M23. Les forces armées congolaises, les FARDC, sont aux prises avec les rebelles de ce mouvement depuis avril. L'Union européenne a déjà suspendu son aide financière au Rwanda, tout comme certains pays et organisations, alors que d'autres menacent de faire de même. La cause semble s'être installée à Goma, capitale du Nord Kivu, depuis quelque temps. Suite à une série de meurtres non élucidés et à la récente menace des M23 de prendre la ville pour y soi-disant rétablir la sécurité. La société civile, par la voix de son président Thomas Dakin Mouiti, a demandé hier sur nos antennes une plus grande protection de la population par les FARDC. Idrissa Seydoudia a joint leur porte-parole, le colonel Olivier Amouli. Le M23 a commencé ses atrocités à l'endroit des populations congolaises à partir de Massissi et ils n'ont pas tenu ne fût-ce que même pas 3 jours. Ils ont décroché dans les Massissi, ils se sont repliés sur la frontière congolo-rwandaise à Bunagana. Et pourtant, c'est dans les Massissi où ils avaient tous leurs intérêts. Et donc, les FARDC les ont défaits de Massissi. Et ils se sont retrouvés au niveau de là-bas, de Rutshuru. Et pour l'instant, ils ont commencé à violer. Ils ont commencé à piller. Aujourd'hui, ils font des collectes de maison par maison, de vivres, haricots, de n'importe quoi. Ils ont érigé des barrières partout pour essayer de collecter l'argent. Et donc, toutes les exactions sont mises à leur charge. Il y a plusieurs rapports qui l'ont attesté.
et même le tout dernier de Human Rights Watch qui a attesté que le M23 est en train de violer et de tuer les gens. Et aucun rapport sur les FARDC. Donc les FARDC sont en train de se démener pour rétablir de l'ordre, tant au niveau de toute la périphérie de la ville de Goma, et même au sein de la ville même, avec les efforts conjugués de la MONUSCO. Et la population congolaise, elle est vraiment derrière nous, même la société civile est derrière les FARDC. La société civile vient justement de lancer un appel au FARDC en demandant aux forces régulières d'assurer à la population une meilleure protection. Votre réponse? Nous sommes en train de le faire. Pas plus tard qu'il y a moins de 48 heures, on a présenté plus de 23 criminels, armes à l'appui, avec des munitions et de différents calibres qui étaient en train de semer la terreur au sein de la ville et même dans les alentours de la ville. Et ils sont au niveau du T2, ils seront transférés bientôt au niveau de l'autorité militaire pour qu'ils puissent répondre à leurs actes. Donc, toutes les forces armées des Premières Républiques du Congo sont en train de se démener. Et pour votre information, la ville de Goma est vraiment sécurisée à tel point que le M23 est en train de mettre un désir, mais un désir qui est considéré comme étant un rêve. Ils ne pourront jamais entrer dans la ville de Goma. On l'est dit à une trentaine de kilomètres de Goma. S'ils décidaient de descendre sur la ville, les FARDC sont prêts à leur barrer la route? Ils ne seront pas en train de marcher dans un jardin comme si c'était un patron qui était en train de marcher dans un jardin qui lui appartient. Il y a vraiment un verrou et la ville de Goma est bien protégée. Et les forces armées de la ville de Congo sont prêtes à répondre à toute éventualité. Je le répète chaque jour, à toute éventualité. Et ils savent la capacité des FARDC. Ils le savent très bien. C'était le colonel Olivier Amouli, porte-parole des FARDC. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. De la République démocratique du Congo, la guerre persiste et la communauté internationale semble s'impatienter face au refus apparent du Rwanda de faire plus d'efforts en vue de faciliter une solution à la crise. Le président rwandais Paul Kagame a affirmé hier jeudi que les gouvernements occidentaux se trompaient en accusant son pays de soutenir la rébellion dans l'est de la RDC et en menaçant de suspendre l'aide à Kigali. Pour une réaction, nous avons joint le politologue Philippe Biyoya de l'Université de Kinshasa. Je ne pense pas que le président Kagame ait raison. Pourquoi? Parce que je ne pense pas qu'on accuse le Rwanda d'être à la base des problèmes du Congo depuis 10 ans. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a plus de 10 ans, ça va faire 15 ans depuis le génocide du Rwanda et depuis la présence en RDC des Rwandais qu'on appelle les forces négatives FDLR Interahamwe, il y a en fait une habitude à la fois du Rwanda et de la communauté internationale de rendre responsables les politiques congolaises et les Congolais de tout ce qui est arrivé comme drame dans la région, de tout ce qu'il y a comme problème pour le Rwanda. Parce que depuis qu'il y a 15 ans, il n'y a jamais personne au moins qui a cherché à comprendre exactement en quoi les faiblesses de la RDC auraient alimenté le génocide du Rwanda et en quoi l'impuissance actuelle de la RDC inquiéterait ou empêcherait le développement du Rwanda. Voulez-vous dire, professeur, que Kinshasa n'a aucune part de responsabilité dans ce qui se passe à l'Est? Je ne veux pas dire qu'il n'a aucune responsabilité, mais je constate que il est des responsabilités de Kinshasa. Et il faudrait qu'on le précise. Par rapport à quelle situation? Est-ce par rapport aux situations internes de la RDC? Parce qu'aux situations internes, si vous prenez par exemple la l'insurrection de Nkunda en 2009. Si vous prenez aujourd'hui l'insurrection de ce qu'on appelle M23, je voudrais qu'on nous dise très concrètement, pour un pays qui est allé en dialogue intercongolais avec toutes les forces qui faisaient la guerre avec le gouvernement, qui ont en fait fait la volonté du gouvernement central. Comment est-ce que le Kivu-l'Est est demeuré un problème? L'Occident semble jouer à l'équilibriste aujourd'hui. Le gouvernement congolais a-t-il failli dans l'application de l'accord de 2009? Mais cet accord-là, si vous le voyez, c'est un accord en fait inégal qui a été obtenu sous la surveillance de Mukapa et de Obasanjo qui représentaient les Nations Unies et la sous-région du Grand Lac. C'était un accord où on imposait au gouvernement central les volontés des insurgés. Les CNDP de Nkunda est devenu l'allié en fait du pouvoir de Kinshasa parce qu'il y a des membres des CNDP qui sont au Parlement. Autre déclaration de M. Kagame jeudi, des crimes gratuits sont commis au grand jour en RDC sans pour autant être condamnés par le gouvernement de Kinshasa ou les pays occidentaux. Vrai ou faux? Il est possible qu'il se commette des crimes en RDC, comme il en serait le cas aussi au Rwanda. Mais je crois qu'un gouvernement qui veut des relations amicales, qui veut des relations de paix avec notre voisin,
ne peut pas en fait fonder sa sécurité et sa justice sur les faiblesses de notre gouvernement. En quoi consisterait la coopération entre le Rwanda et la RDC en termes de construction de la stabilité régionale, puisque nous sommes ensemble dans la conférence internationale de la région du Grand Lac? Pensez-vous que la coupure de l'aide peut vraiment faire plier Kigali? Il n'y a personne qui le croit. Nous pensions qu'en fait, ces annonces faites par le gouvernement, qui ont toujours soutenu en fait le Rwanda, étaient pour nous en fait un début d'un commencement, c'est-à-dire un autre regard en fait sur l'avenir de la région, parce que jusqu'ici, nous pensions que tout le monde s'était trompé et la communauté internationale et tous les pays occidentaux qui suspendent des aides aussi se sont trompés d'avoir voulu construire l'aspect du Rwanda et de l'Ouganda sur l'anéantissement institutionnel de la RDC. Professeur Philippe Biyoya, joint à Kinshasa. Comme chaque jour, voici à présent les témoignages des 100 citoyens journalistes en RDC. La Voix de l'Amérique s'associe à ce projet pour donner la parole aux Congolais. Retrouvez leurs messages, photos et vidéos sur notre site Internet. La situation qui est à Boma, le gouvernement est en train de chasser les femmes vendeuses qui vendent à côté des chemins, partent au marché. Ce qui fait que dans la ville de Boma, il y a des tiraillements, il y a un peu de troubles parce que les gens disent qu'il n'y a pas de travail, pourtant on leur chasse sur la rue. Dieudonné Ndaye, journaliste citoyen de la Voix de l'Amérique à partir de Kananga. La première information, c'est l'évaluation de 100 jours depuis que le gouverneur intérimaire, M. Mwamba Kangela, est à la tête de la province de Katwa-Occidentale, que le point de presse qu'il a tenu sur quelques aspects de la province. Il a parlé sur l'aspect social où le bilan est négatif parce que le prix de maïs est parti de 1200 jusqu'à 1700. Il a constaté que le transport ferroviaire n'est pas tellement excessif. C'est le mouvement des trains de quitte territoire de Mouika et les beaux zones d'exploitation agricole vers le centre-ville qu'il a posé un peu beaucoup de problèmes. Deuxième aspect qu'il a parlé que pendant les 100 jours, au niveau des secteurs agricoles, il a réalisé 50 hectares ou 30 pour semer le maïs, 10 pour semer le niébé, 10 autres pour semer d'autres diversités agricoles. Alors, nous lui avons dit que pour toute une province ou une ville de Katwa-Occidentale, quand vous avez embrasé 50 hectares, c'est insuffisant. Et la production pour 30 hectares et 50 hectares ne pourra pas faire quelque chose pour la population agricole.